Bonjour à tous les auditeurs qui viennent écouter cette table ronde qui a pour thématique du jour quelle déformation du risque en situation extrême. Donc, je vais me permettre d'introduire les différents intervenants. Et donc, autour du micro aujourd'hui, nous aurons Madame Laure Châtel, qui est directrice Grand Âge Autonomie de CNP Assurance. Actuaire Bonjour. certifiée de l'Institut et diplômée de l'ISFA, elle a commencé en 96 sa carrière à la MFP. Ensuite, elle a intégré SCOR en étant responsable du marché des mutuelles, puis en étendant son activité à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale. Après quelques années de très bons et loyaux services, elle a rejoint CNP Assurance en janvier 2016 pour devenir, à partir d'avril 2018, directrice du département économie sociale au sein de la business unit sociale et services de CNP Assurance. Nous avons également Madame Marie-Catherine Sarodi, qui est actuellement directrice générale adjointe de Cardiff IARD, filiale non-vie de BNP Paribas, et vice-présidente de la commission IARD de l'Institut des actuaires. Elle a une double casquette ingénieur et actuaire, et en particulier, elle a acquis une longue expérience dans différentes compagnies, tant HSBC, AXA, Coface, que aussi dans des activités de conseil comme Towers Watson. Nous avons également Monsieur Pierre-Henri Floquet, un actuaire financier depuis plus de 26 ans, avec des activités qui ont oscillé entre le secteur public, à la direction du Trésor, la CADES ou le mécanisme européen de stabilité, et dans le secteur privé pour le CIB de Crédit Agricole. Et il a intervenu tant dans des rôles d'acteurs de marché sur les marchés de capitaux, en particulier dans des contextes mouvementés, que dans des activités plus analytiques, avec des développements d'outils, de modèles, et en particulier dans la gestion actif-passif. Ce qui fait que ces dernières années, il a en particulier été directeur actif-passif et prêt dans une institution européenne, en conséquence de la crise de la dette souveraine qui a été traversée en 2010-2011. Et cette année, il est devenu entrepreneur. Et enfin, moi-même, Pierre Valade, je suis courtier senior chez Aon en réassurance vie, avec un peu plus de 20 ans d'expérience en actuariat. Je suis président de la commission ERM de l'Institut des actuaires. Et entre autres, je suis passé par la CPR pour être responsable de l'analyse des risques transverses. Et aussi, j'ai gagné quelques expériences en travaillant chez BNP Paribas Cardiff au sein de la direction des risques pour la mise en place de la stratégie de gestion des risques et de l'ORSA. Donc, nous allons commencer par parler de la première thématique qui correspond au regard de la déformation des risques en situation extrême. Eh bien, ces derniers mois, depuis 1 an et demi globalement, le Covid peut être considéré comme une situation extrême parce que ce n'est pas un environnement qui a été constaté de manière récurrente ou de manière fréquente ces dernières décennies. Et donc, nous allons parler, chacun des intervenants, sur les observations et le bilan qu'on peut tracer à l'aune des 24 derniers mois de ce qui a été appris, compris, observé en termes de comportement. Donc, je vais laisser Laure commencer. Merci Pierre. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer ensemble le sujet de la prévoyance au sens large. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire mon sentiment sur la période que vient de traverser, c'est que je trouve que nous, professionnels de la science, on était très bien préparés pour faire face aux chocs liés aux risques biométriques qu'a généré cette crise pandémique. Qu'en revanche, c'est compliqué, ça a été compliqué et ça reste compliqué d'évaluer les impacts du choc économique. Et ce aussi, et c'est le sens des propos que je vais développer, c'est aussi des chocs liés aux mesures réglementaires. Voilà, les mesures prises par les pouvoirs publics à plusieurs tempos de cette crise sanitaire rend notre pilotage et l'anticipation de nos expositions risques assez délicates. Donc, tout d'abord, sur le pourquoi je considère qu'on était très bien préparé pour faire face à ce choc pandémique en tant que risque biométrique. C'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans que nous nous y préparons. On a eu la grippe aviaire, en tout cas moi de ma mémoire
plus de 20 ans, 25 ans. La grippe aviaire en 2004, où je me souviens très bien, là, Pierre est là, en particulier avec les équipes d'EON à l'époque, c'était mesuré, voilà, on a ressorti les archives, la grippe espagnole, la grippe asiatique, enfin, et voir les impacts que ça pouvait avoir sur nos portefeuilles. Donc, grippe aviaire en 2004, grippe H1N1 en 2009, où là, on a vraiment bâti les scénarios, on a essayé de voir ce qui pouvait être possible. Je me souviens très bien à l'époque, les actuaires qui évoquaient le fait que sur l'impact arrêt de travail, il sera assez vite limité, parce que vraiment, en cas de grosse crise pandémique, les pouvoirs publics prendraient des mesures qui imposeraient aux salariés de rester chez eux. Et moi, je vous avoue que ça me paraissait surréaliste. Je ne pensais pas. Autant poser ce type de scénario sur le papier, autant ça me paraissait inconcevable qu'on puisse vivre ça un jour. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que on avait donc tout bien anticipé sur le risque décès. Ce qu'on craignait, c'était vraiment une explosion des décès, de l'invalidité, de la consommation médicale. Là, force est de constater qu'à la fois de par les mesures prises, donc confinement en particulier, hein, mais tout ce qui est distanciation sociale, on a tout fait pour protéger les êtres humains, et tant mieux, hein, et on le voit bien en général dans les grandes catastrophes. On l'a vu déjà à l'occasion du World Trade Center, tout est fait pour protéger les personnes, et les personnes peuvent fuir ou être mises à l'isolement. Enfin, on a des moyens de protéger les personnes, et là, c'est bien ce qui s'est passé, hein, tout a été fait pour protéger la vie humaine. Donc, on n'a pas eu d'aussi gros chocs sur ces risques biométriques que ce à quoi on s'y était préparé. Et puis après, le fait est que cette pandémie, elle a touché des âges auxquels nous sommes moins exposés dans nos bilans, et la prévoyance en particulier, les salariés en particulier, les actifs. On n'a pas vu de choc de mortalité. La consommation médicale, elle a même fortement baissé, parce que les pouvoirs publics ont pris en charge vraiment une grosse partie des dépenses liées à cette crise. Et l'invalidité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore tôt. L'impact long terme, on verra hein, sur les Covid longs, mais c'est vrai que sur les premiers temps de la crise, on a eu plutôt des arrêts courts. On a plutôt eu des arrêts courts. Donc, globalement, ce risque pandémique, ce choc lié au risque pandémique, on était plutôt quoi? Moi, je considère qu'on était plutôt bien préparés, et on a plutôt bien absorbé ce choc. En revanche, ce qui était vraiment le source de toutes nos surveillances, et encore maintenant, hein, c'est vraiment le choc lié à la crise, le choc économique, la crise financière que ça peut générer pour les entreprises, et en premier lieu, le défaut de paiement des cotisations des entreprises pour les portefeuilles de prévoyance collective. Hein. Ça, c'est vraiment l'impact le plus fort. Et aujourd'hui, ce n'est pas fini, il est encore un peu tôt hein, pour pouvoir vraiment tirer des enseignements. On a la problématique aussi du coût de la portabilité. Hein. Si le chômage décolle, quel impact, comment on va pouvoir financer sur les actifs le coût de la prorogation de la protection sociale de ces personnes-là. Ça, c'est vraiment des dérives sur les coûts qui peuvent encore vraiment peser sur nos portefeuilles et sur la protection sociale des salariés de manière générale. Et enfin, l'autre mesure, l'autre effet, donc là je parle du choc des mesures gouvernementales, du choc réglementaire. Bon, la profession y est habituée, hein, mais là c'était flagrant. C'est vrai que tous les nouveaux arrêts de travail, on a inventé quand même les arrêts de travail sans maladie, l'isolement des personnes fragiles, l'éviction et maintien à domicile pour les cas contacts par exemple, les gardes d'enfants, donc les arrêts de travail pour garde d'enfants. Donc ça, personne n'avait ça dans ses portefeuilles et aucune CG ne couvrait ce type d'arrêt de travail. Et là, on voit bien que les prises en charge ont été différentes en fonction des branches, en fonction de l'équilibre préexistant des portefeuilles, que ce soit au niveau de branches, qu'il s'agisse de branches plutôt gérées sur la durée. Ça a vraiment été source d'incertitude, ça l'est encore, et d'inégalité, j'ai envie de dire, d'une branche à l'autre. Et pour finir sur parce que je vois que mon temps est écoulé, pour finir sur ce choc
ce choc réglementaire, on voit que là où on a pu être plutôt mieux lotis, les pouvoirs publics ont inventé la taxe Covid et qui, là aussi, va frapper de plein fouet de manière complètement diverse les organismes d'assurance en fonction de leur diversification, en fonction des portefeuilles qu'ils assuraient ou pas. Et ça, comment maîtriser l'impact sur l'équilibre financier de nos portefeuilles, l'impact sur nos portefeuilles de ce type de mesures de choc collatéral à la crise sanitaire, c'est vrai que ça, c'est la vraie question. Voilà. Bah, en tout cas, donc, merci pour ces perspectives sur les assurances de personnes. Et en fait, tu as introduit le fait qu'il y avait un sujet lié aussi à la crise financière générée par le phénomène. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut aussi laisser avancer Pierre-Henri sur les sujets constatés. Merci Pierre. Oui, ce que je vous propose de faire, c'est de dresser peut-être un rapide parallèle entre les deux crises financières les plus importantes qu'on a connues ces dernières années, celle de 2008-2009, avec une répétition en 2011-2012 avec la crise souveraine, et puis celle de l'année dernière, celle de 2020, parce que ce sont deux épisodes de situation extrême où on a pu observer une déformation du risque. Et là, je vais prendre un point de vue vraiment financier, puisque je représente la commission finance gestion d'actifs. Je pense qu'il y a un certain nombre de points communs. Il y a en mars 2020 comme à l'automne 2008, pour prendre des points très précis dans le temps, une très forte chute de la valeur du prix, de la valeur d'un grand nombre d'actifs financiers, avec un phénomène de fuite vers la qualité, donc une espèce de dichotomie très radicale entre, d'une part, des actifs jugés risqués par le marché et puis des actifs jugés sans risque, et une fuite ou un afflux de liquidités très important vers ces derniers, essentiellement des obligations souveraines bien notées. Donc ça, c'est un point commun. On a retrouvé d'ailleurs des niveaux de volatilité du prix des actifs financiers qui ont atteint les mêmes sommets stratosphériques. Si on prend l'indice VIX, qui est un indice de marché qui mesure la volatilité implicite sur les actions américaines, on a atteint 83% le 16 mars 2020, ce qui était un nouveau record dépassant le précédent maximum de 81% qui datait du 20 novembre 2008, un moment où les faillites bancaires s'enchaînaient aux États-Unis et en Europe, vous vous en souvenez sans doute. Dans les deux cas, autre point commun, les stratégies de diversification du risque, qui sont généralement efficaces, ont semblé au moins pour un moment inopérantes, parce que presque toutes les classes d'actifs se sont mis à évoluer de manière synchrone. C'est un phénomène de corrélation qui subitement se mettent à 1. Là où on observe une différence quand même importante, c'est le retour ou la hausse du prix des actifs qui a été presque aussi rapide à partir de l'été 2020, même juin 2020, alors que 12 ans plus tôt, en 2008-2009, les prix avaient continué à baisser encore 6 mois jusqu'en mars 2009, avant d'entamer une remontée qui a été lente et non linéaire sur plusieurs années. Alors dans les deux cas, on a observé évidemment une très forte réaction des autorités publiques, en particulier des banques centrales. Elles ont réagi très vigoureusement pour contrer les effets de la crise, en commençant par calmer les marchés financiers. Ce qui a fait sans doute la différence l'année dernière, c'est que l'efficacité de cette réaction des autorités publiques a sans doute été plus crédible en 2020 que 12 ans plus tôt. Et il y a probablement une raison assez profonde à ça, c'est que la crise financière de 2020, elle a été provoquée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec le système financier, une pandémie. Et donc, ça ne posait pas les mêmes problèmes d'aléa moral et de légitimité politique qu'en 2008-2009. Il y a eu peu d'incertitudes et de débats finalement sur la politique à mener, budgétaire ou monétaire, à l'intérieur de chaque pays. Les réactions étaient d'ailleurs plus cohérentes d'un pays à l'autre, généralement plus massives et plus rapides. Une réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est que ces interventions rapides, massives, cohérentes, posent quand même des questions de fond sur la manière dont les acteurs financiers vont appréhender le risque en situation extrême et plus généralement, comment ces anticipations, qui sont peut-être de nouvelles anticipations, affectent la stabilité du système. C'est peut-être un sujet qu'on va réserver pour la deuxième partie de la discussion. Ok.
Et donc, à partir de là, donc, on a vu les assurances de personnes, on voit les aspects des marchés financiers, et en fait, le troisième aspect assez important dans les grands aspects de la clinique d'industrie assurance, c'est aussi l'assurance non-vie. Et donc là, par contre, Marie-Catherine, en tant que vice-présidente de la commission IARD, est-ce que tu veux bien partager avec nous ton appréciation des observations du phénomène? Bien sûr. Pour rejoindre ce que disait Laure tout à l'heure, en fait, effectivement, sur la partie décès, on va dire, finalement, le coût pour les assureurs n'était pas si important que ça. Par contre, c'est vrai qu'en assurance non-vie, il y a eu des conséquences importantes, dont on a d'ailleurs pas mal parlé, on va dire, aux actualités, donc notamment tous les sujets concernant les pertes d'exploitation. Donc, le fait d'assurer les pertes de revenus avec des contrats, comme en prévoyance, avec des contrats qui n'étaient pas tous rédigés de la même façon. Donc, en théorie, je dirais, s'il y a une fermeture administrative, que les assurés peuvent bénéficier de la garantie. Cela dit, donc, est-ce qu'en cas de pandémie, on peut assimiler ça à une fermeture administrative ou pas? La question se pose. Évidemment aussi toutes les assurances crédit, caution qui assurent notamment les risques de faillite, surtout dans un contexte mondial comme ce qu'on a pu voir dans cette pandémie, où les entreprises peuvent être touchées par des faillites dans d'autres pays. C'est un effet boule de neige. Donc, les conséquences sur le marché non-vie ont été vraiment importantes. Et en contrepartie, il y a certains risques qui ont été considérablement diminués, notamment le risque automobile, puisqu'effectivement, les gens ont beaucoup moins utilisé leur véhicule, donc mécaniquement, il y a eu moins de sinistres, alors qu'il y avait des primes en face, donc ça permettait de se rattraper. Et donc, d'un point de vue assurantiel, ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance de la diversification entre les risques et de se dire que les spécialistes peuvent se retrouver beaucoup plus en difficulté sur un événement de ce type qui est imprévisible que des généralistes qui font du risque entreprise, du risque de particulier, de l'assurance vie, de l'assurance non-vie, etc. Donc, tout cet enjeu de diversification est vraiment important. Après, on a parlé aussi de l'intervention du gouvernement. Donc ça, c'est clairement pas neutre, en dehors du fonds de solidarité. Il y a le gouvernement d'une part et d'autre part les associations qui deviennent de plus en plus puissantes, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc., qui font qu'il y a une assez forte pression sur les assureurs et donc des pressions notamment pour ne pas augmenter les tarifs. Donc on a vu ça sur l'automobile avec la conséquence de ne pas augmenter les tarifs en automobile, sachant qu'il y avait quand même des pertes à absorber par ailleurs, et puis qu'en contrepartie, les assureurs non-vie ont pas mal soutenu aussi bien les réseaux de réparation automobile que les réseaux de réparation habitation, avec des tarifs, des hausses des coûts pour être en soutien, on va dire, de tous ces entrepreneurs du bâtiment ou pour les garagistes, etc. Plus ce dont on parlait, c'est-à-dire la réduction des résiliations pour non-paiement, donc ça fait effectivement des primes qu'on encaisse en moins. Donc tout ça fait que en fait, ça a des conséquences. Un événement qui se passe en 2020, même s'il s'arrête ensuite, a des conséquences sur le futur avec des pertes de revenus sur le futur, qui sont aggravées par la hausse des tarifs des réassureurs. Donc, ce qui fait que le bilan final, on ne pourra le voir que d'ici encore quelques temps, même si la pandémie s'arrête. Moi, je pense qu'il y a un point d'enseignement qui avait déjà été le cas du World Trade Center, mais qui s'est reproduit, c'est l'importance de la rédaction des contrats. Parce que pour le World Trade Center, il y avait eu des débats, notamment sur la réassurance, des traités qui étaient écrits de façon à ce qu'il y ait un seul événement et d'autres traités pour lesquels c'était 2 événements. Et là, on se rend compte que c'est pareil, aussi bien pour les contrats d'assurance directe que les traités de réassurance.
selon la façon dont c'était écrit, les pertes d'exploitation étaient prises en compte ou n'étaient pas prises en compte. Et donc, l'assureur avait de toute façon la possibilité de faire des avantages commerciaux s'il le souhaitait, mais en tout cas, il y en a qui se sont retrouvés obligés de payer parce que leur contrat n'était pas suffisamment bien cadré. Et donc, il y a notamment le débat de dire est-ce que je fais des contrats qui garantissent tout sauf ce que je liste comme non garanti? Et à ce moment-là, s'il y a un nouvel événement, c'est assez risqué. Ou alors, est-ce que je fais un contrat qui liste précisément tout ce qui est garanti? Et je pense qu'on va plutôt évoluer vers ça pour ne plus prendre de risques face à des événements qu'on n'a pas prévus. Et puis, une conséquence qui est importante pour l'assurance non-vie, c'est le changement de mode de vie. Parce qu'on voit bien que le télétravail s'est développé, que ça risque de durer, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont proposer, maintenant qu'ils ont tout mis en place, proposer 2 jours de télétravail par semaine, voire plus. Et donc, du coup, ça modifie les modes de déplacement, c'est-à-dire qu'on se déplace moins. Donc, effectivement, l'assurance auto, qui représente un gros morceau, on va dire, de l'assurance non-vie, va diminuer. Et puis, il y a aussi des modifications de risque, notamment le risque opérationnel pour les entreprises et tous les risques autour du cyber qui, eux, risquent de se développer. Donc, en fait, une des conséquences de ce genre d'événement, c'est des modifications sociétales. Et comme l'assurance non-vie est très collée, on va dire, à ce qui se passe dans la société, ça induit des modifications des produits d'assurance derrière et une remise en question de l'équilibre entre les différents produits. Donc, ça fait je dirais, des modifications assez importantes, à la fois de maîtrise des pertes générées dans l'année, et puis à la fois sur les anticipations et la modification. Donc, il y a une certaine agilité à avoir en permanence et qui risque de devoir être de plus en plus importante avec le développement de risques majeurs comme ça, de risques extrêmes. Effectivement, c'était une période riche d'enseignements et de phénomènes qu'on peut même considérer comme inédits dans l'époque contemporaine. Parce que je ne vais pas tracer de conjectures sur des aspects de plusieurs siècles. Néanmoins, en fait, ce caractère inédit fait qu'on a observé des choses qui sont aussi relativement remarquables, voire choquantes. Notamment, le premier aspect sur lequel on peut revenir au titre notamment des considérations traitées par la commission ERM, c'est qu'on a observé des phénomènes qui ont une granularité qui ne rentre pas dans les cases et les grilles de lecture classiques. Ce que ça veut dire, c'est que je travaille plutôt sur les sujets de prévoyance et d'assurance de personnes. Donc à partir de là, c'est plutôt sur ces aspects-là que je peux donner des apprentissages plus pertinents, j'espère. Ce qu'on a observé, c'est que en fait, quand on veut analyser le phénomène, par exemple, à l'aune de la prévoyance au sens large, il n'y a pas de conclusion complète qui peut se dessiner de manière simple. Parce que tout simplement, on a observé que les chocs du phénomène en termes de sinistralité ou de primes ou de comportement des assurés est très, très, très différencié selon la population assurée. Donc, quand on fait de la prévoyance individuelle ou de la prévoyance collective, et dans la prévoyance collective, par exemple, si on est dans un collectif du milieu du système sanitaire, un collectif d'agents de l'État qui a été confiné et qui est resté chez eux, un collectif de personnes TNS, toutes ces populations ont eu des comportements beaucoup plus corrélés entre eux et beaucoup plus divergents par rapport aux autres groupes. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, les agents de l'État qui étaient confinés chez eux et qui d'habitude travaillent sur le terrain sans ordinateur, on peut les mettre officiellement en télétravail. Il reste que pendant toutes les périodes de confinement, il n'y a plus de cause ou de facteur générateur du moindre arrêt de travail. Donc à partir de là, il y a une amélioration de la sinistralité qui peut être constatée. En opposé, quand on a une prévoyance qui est censée assurer un complément de revenu en cas de coup dur et qu'on est TNS et que notre activité est mise sous cloche par confinement, l'arrêt de travail peut être considéré à un certain niveau comme une couverture du revenu, et donc on a eu des comportements de sinistralité complètement différents sur ce genre de population.
Et on a aussi des populations qui, en fait, ont plus ou moins la connaissance fine du système de prévoyance et de frais de soins. Par exemple, voilà, les personnes âgées qui, en fait, ont besoin d'une consommation médicale, confinement ou pas, ont eu une évolution de leur consommation en frais de soins qui a été différente de celle des actifs. Les personnes travaillant dans le système de santé ont eu aussi des comportements qui se différencient de la moyenne, etc. etc. Et en fait, tout ça fait que quand on veut lire le phénomène, on ne peut pas généraliser en disant la prévoyance, il s'est passé ça, la santé, il s'est passé ça. En fait, il y a des acteurs plus ou moins spécialisés, plus ou moins généralistes, qui ont tous constaté des évolutions dans un sens ou dans l'autre qui sont significatives, mais qui en fait ne se recoupent finalement pas forcément toujours. Et donc en fait, on a un problème de lisibilité des phénomènes constatés. Et ce problème de lisibilité, en fait, il a aussi été, dans un autre aspect, généré par une surabondance d'informations. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où il y a eu les premières mesures sanitaires qui ont été édictées, il y a eu un flux continu de modèles, d'études, d'évaluations d'impact qui ont été publiés par une foultitude de canaux. Alors, comment dire, diffuser de l'information, c'est un élément important. Le sujet, c'est qu'en fait, on a observé qu'on a eu tout et son contraire qui a été publié en continu tous les jours et qui faisait qu'en fait, il devenait extrêmement dur d'avoir une lisibilité des données et des statistiques qui étaient constituées et des modèles dans lesquels elles étaient utilisées pour en faire quelque chose. Par exemple, quand on prend, alors là c'est les cas qui normalement devraient rappeler quelque chose à tout le monde, hein. Quand on a eu les publications anglaises sur la pandémie qui pourrait faire 2 millions de morts à terme s'il n'y avait aucune action qui était faite, c'était une application raisonnable d'un modèle pandémie extrêmement classique, où on extrapolait des statistiques sur le phénomène sanitaire mesurées sur quelques semaines et sur un système de santé qui n'avait même pas encore pris la mesure de ce que c'était comme pathologie, donc comme virus, de comment il devait être traité, et en fait qui n'avait pas encore réellement pris la mesure de comment traiter cette pathologie, comment adresser quelqu'un qui arrive en étant en état grave ou pas grave, etc. etc. Donc en fait, il y avait par exemple aucune idée de, par exemple, on pourrait, avant d'intuber quelqu'un, on peut lui faire des injections de corticoïdes. Et en fait, les unités de soins n'étaient même pas organisées de manière la plus efficace possible, ou tout moins raisonnablement efficace pour gérer un afflux de personnes Covid. Et donc, à partir de là, sur la base de ces stats, ils extrapolent avec un modèle en disant blablabla 2 millions de morts. Alors, ce modèle, il avait une utilité très forte à ce moment-là pour responsabiliser les gouvernements et les populations et justifier des mesures sanitaires. Il n'empêche que, en fait, quand on est assureur et qu'on est dans un rôle de professionnel de l'assurance, en fait, il y avait d'autres modèles qui n'étaient pas forcément, qui étaient publiés ou mis à jour différemment, et ça devenait extrêmement compliqué de trier entre la communication générale du gouvernement, qui a la légitimité du gouvernement et des mesures sanitaires, et des mesures de problématiques de gestion, de garantie, de risque sur un déroulé d'activité d'assurance. Ce qui fait que, en fait, tout cet aspect-là, tant sur la granularité des phénomènes qui défiaient les cases usuelles de mesure et de pilotage de l'activité d'assurance, et la surabondance de publications, de phénomènes et d'analyses qui extrapolent des fois de manière linéaire à l'infini des choses, etc., fait que on est rentré dans une période où, pendant quelques mois, ça a été extrêmement dur de tracer des conclusions et de mener à des prises de décision robustes. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des activités qui, étaient plutôt centrées sur mesurer, essayer de comprendre le phénomène à l'aune de ce qu'il y a dans le bilan des entreprises, et prendre les décisions juste de tout venant de courant, en prenant des intervalles raisonnables ou pas sur le moyen terme, sur ce qui va se passer dans 12 mois ou dans un an, supposons que ça évolue comme ça ou comme ça. Il n'empêche qu'on a aussi observé qu'il y avait des acteurs qui prenaient et c'est là qu'on a vu des différences de comportement assez marquées, avec des acteurs qui étaient plutôt dans des logiques plus tétanisées ou d'attente, et des acteurs qui, en fait, par exemple, pouvaient renouveler des couvertures de réassurance pandémie en mortalité
à des conditions équivalentes d'avant le Covid, en se disant le prix du risque dans ce type de couverture, c'est le même qu'avant, à plus ou moins pas grand-chose. Quand d'autres acteurs se retiraient de ce marché en disant c'est plus possible, on n'en veut pas. Et donc en fait, tout ça fait que en fait, il y a vraiment eu une immense cacophonie et une augmentation de la volatilité des comportements et des analyses qui a rendu le phénomène aussi dur à analyser et à piloter du point de vue des sociétés d'assurance. Ce qui fait que maintenant, si on accepte qu'on est en train de franchir un point de bascule avec la vaccination de la population et le fait qu'on commence quand même à apaiser les passions et l'intensité des premiers mois, en fait, on se retrouve à avoir des apprentissages qui ont été retenus par les acteurs. Et donc, en fait, ça génère des changements et une évolution des perspectives de la gestion des risques au sens large pour le futur et les années qui viennent. Et donc, à partir de là, en fait, on va écouter Laure qui va nous dresser un portrait de ce qu'on peut anticiper sur la prévoyance et en général à l'aune de ses expertises. Quelle ambition, Pierre. N'est-ce pas? Je n'ai pas cette prétention. En tout cas, moi, j'ai envie de passer quelques messages. Et je suis bien contente de pouvoir les passer devant cette belle communauté d'actuaires, à savoir ne rien lâcher sur le rôle sociétal de l'assurance, la gestion de l'assurance de personnes en particulier, quoi. Là, on voit bien tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'il y avait des choses qu'on avait pu prévoir, d'autres pas, quoi. Il est évident qu'encore et toujours, malgré tous les beaux modèles qu'on peut avoir, on aura toujours des éléments de l'aléa qu'on n'aura pas anticipé. Il faudra toujours faire face. Et on voit bien que les régimes qui ont bien résisté, qui ont pu vraiment aller jusqu'au bout et protéger sécuriser de la manière la plus complète leurs assurés, c'est les régimes qui ont été pilotés avec prudence et sur lesquels on n'avait pas ponctionné les réserves. Les réserves et les niveaux de provisionnement permettaient vraiment d'absorber des petits chocs. Et c'est vrai que là, c'est vraiment indispensable, sachant qu'on a un défi majeur auquel faire face aujourd'hui. C'est la déformation long terme de nos équilibres démographiques. Donc là, vous me voyez venir, je vais parler de la longévité. La longévité, certes, on a... alors, il paraît que c'est péjoratif de parler des boomers, moi je ne trouve pas. On a les boomers qui arrivent à des âges où ils vont remplir des tranches démographiques qui jusqu'à présent n'étaient pas aussi présentes. Et on croit ça avec la longévité. Donc c'est vrai que là, dans les 10-20 ans à venir, on a vraiment des plus de 90 ans, des générations entières, plus de 90 ans, des centenaires, en proportion qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Donc, cette déformation des équilibres démographiques, on voit bien que ça touche tous les pans de nos portefeuilles. En 2010, on l'a vu avec la réforme des retraites. On l'a vu avec les réformes des retraites. On a été amené à provisionner de manière un peu plus longue nos portefeuilles invalidité, par exemple. Ça, c'était le premier effet qui se coule, qu'on avait tout de suite identifié. Mais le fait que ça allait garder dans l'emploi beaucoup plus longtemps les personnes et que du coup, mécaniquement, 10 ans plus tard, on a l'âge moyen de nos populations actives qui a augmenté et le risque décès qui a significativement monté en puissance, le risque arrêt de travail aussi. Hein. Et là, c'est pareil. Les dispositifs pour lesquels on avait eu la bonne idée de maintenir des réserves à bon niveau en complément des provisions, ils ont été à même de faire face de manière plus sereine à ce type d'évolution et ils peuvent continuer à aborder de manière sereine les modifications à venir. Je ne veux pas lancer de polémique sur la forme des retraites, mais c'est évident qu'il faut qu'on préserve nos dispositifs par répartition et donc c'est évident que les paramètres vont devoir être ajustés et c'est évident que ça va continuer à avoir un impact sur la protection sociale des entreprises, des actifs de manière générale, entreprises, fonctionnaires, tous les actifs en général. Et là, pour moi, notre défi, c'est vraiment ça, continuer à anticiper ce qu'on voit venir, pouvoir assumer le fait qu'il faille provisionner, il faille constituer des réserves pour pouvoir absorber
ce qu'on voit venir, sachant qu'on va devoir aussi faire face à d'autres chocs, ça c'est évident. Et si on est un peu comme l'industrie qui s'est retrouvée avec zéro stock à flux tendu, c'est difficile d'absorber des moments difficiles. L'assurance, c'est exactement pareil. On a vu ces 10 dernières années la chasse aux réserves. Il fallait, les réserves, c'était les assureurs constituent des réserves parce que ce sont des voleurs, je caricature à peine. Et donc forcément, on va on va baisser les prix pour ponctionner les réserves et puis tout ira mieux. Non, c'est pas vrai. Et à nous, les actuaires, d'aller défendre le fait que la prévoyance, c'est du risque lourd, qui doit pouvoir se mutualiser sur des grands écosystèmes avec une diversification et ceci sur la durée. Et c'est cette stabilité sur la durée qui permet de protéger au mieux les parcours de nos assurés et de nous assurer, là je parlais de prévoyance collective, prévoyance au sens large, qui de manière générale touche plutôt les moins de 60-65 ans. On a cet autre, s'agissant de la déformation de nos équilibres démographiques, on a cet autre enjeu sur lequel il faut vraiment qu'on se mobilise, à savoir la béance des finances publiques pour pouvoir prendre en charge de manière pérenne la perte d'autonomie, la compensation de la perte d'autonomie de nos citoyens actuels et futurs. Et là, l'assurance, elle a vraiment un rôle majeur à jouer. Si tant est qu'elle continue vraiment à faire de la pédagogie auprès des pouvoirs publics, et on voit, la crise l'a montré, il faut vraiment y aller, quoi. Nous, les actuaires, il faut vraiment qu'on aille expliquer le rôle sociétal de l'assurance et le fait qu'on est là pour sécuriser les parcours, pour venir diminuer les restes à charge des personnes qui peuvent basculer dans la précarité, des familles qui peuvent se retrouver complètement déstabilisées si les couvertures n'ont pas été anticipées de manière vraiment la plus précoce possible, et que l'assurance a ce rôle-là à jouer. Et c'est important de continuer à l'affirmer, à l'expliquer. Et je pense que nous sommes aux premières loges pour ça. Merci. Parfait. Et donc, de manière plus générale, on voit qu'il y a quand même un sujet sur ce genre de phénomène majeur qui correspond à quelque part comment les assurer ou les piloter. Est-ce que ça n'induit pas des problématiques de politique publique? Et donc, en fait, Pierre-Henri, est-ce que tu veux continuer sur les aspects justement des marchés et des marchés d'actifs en particulier, de ce qu'on peut aussi anticiper comme évolution? Oui, Pierre, avec plaisir. On va évoquer des sujets qui sont peut-être moins centraux, moins vitaux que ceux qu'évoquait Laure sur le vieillissement de la population tout à l'heure. Mais quand même, je pense qu'on peut dire que la réaction des autorités publiques en 2008-2009 et à nouveau en 2020 a un peu changé la perception du risque financier. Alors, je parle vraiment de risque financier, et en particulier du risque financier extrême, en rendant plausible l'idée que les banques centrales et les États ont pour objectif d'agir un peu comme prêteur en dernier ressort, ce qui est effectivement le cas, mais aussi de réassureur ultime pour ceux qui détiennent des actifs financiers. Or, je pense qu'il y a peut-être un malentendu potentiellement assez dangereux sur la nature de cet objectif, parce qu'il n'est pas inscrit si explicitement que ça dans le mandat des banques centrales ni dans les objectifs politiques des gouvernements. La socialisation des pertes, pour être un peu brutal, ce qui s'est un peu produit au cours de la crise 2008-2009, même si elle est soutenue par un fort consensus politique, comme en 2020, ça ne peut pas être réellement comparé à un mécanisme de réassurance. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, parce que si on avait vraiment quelque chose de ce type, ça voudrait dire qu'on s'exposerait au niveau systémique à un haut niveau de hasard moral chez les acteurs économiques qui seraient incités à prendre des risques sans produire une analyse objective de ces risques. Les mêmes acteurs économiques, en particulier banques, compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs, pourraient être tentés de relâcher leur discipline de couverture des risques, d'autant plus qu'un certain nombre d'outils s'avéraient peu efficaces, voire coûteux. Pourquoi acheter, pour être un peu provocateur, pourquoi acheter des protections quand on est par exemple une compagnie d'assurance vie, des protections sous forme de produits dérivés, de swap de taux,
de swaption. Pourquoi titriser une partie du bilan? Pourquoi recourir à la réassurance dans un cas extrême si finalement c'est relativement inutile, puisqu'il y a une espèce de réassurance d'État derrière qui est une espèce de bouclier implicite. Ça peut être considéré comme inutile, coûteux et puis difficile à gérer parce que ça génère des problématiques complexes, en particulier en comptabilité et sur le plan prudentiel. Et c'est difficile à expliquer aux parties prenantes, à un conseil d'administration et à des actionnaires. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des limites, même dans la crédibilité de ce bouclier que la puissance publique serait censée mettre en place contre les risques financiers extrêmes, parce que ça ne me paraît pas si évident que les autorités seront capables de répéter des plans de sauvetage comme celui de l'année 2020. Et d'ailleurs, la crise de l'année dernière a commencé à générer un débat sur les dettes publiques, y compris sur leur possible annulation ou leur traitement ad hoc, disons, par les banques centrales. On parle même d'annulation sans nécessairement utiliser le nom, mais enfin, c'est quand même l'idée, l'annulation de dettes privées. On observe une augmentation de la spéculation et des volumes d'activité sur les crypto-monnaies, où je pense qu'on peut voir le signe d'une certaine défiance, en fait, vis-à-vis des banques centrales en général et de la monnaie qu'elles émettent et qu'elles gèrent. Tout ça pour dire qu'il faut, en tant qu'actuaire financier qui avons à gérer des risques financiers pour nos employeurs, les hauts niveaux d'endettement public, il ne faut pas perdre de vue en fait cette toile de fond, je pense, des hauts niveaux d'endettement qu'on a atteints maintenant, aussi bien dans le secteur public que dans certains segments du secteur privé. Il ne faut pas oublier qu'on a mis en place ces 20-30 dernières années des cadres prudentiels et comptables qui ont une certaine procyclicité, donc qui n'agissent pas vraiment comme des coussins d'amortissement du cycle économique, et en cas de gros à-coups financiers comme on a connu, ça peut poser problème. Donc c'est des facteurs à garder en tête pour apprécier correctement la possibilité de nouveaux épisodes extrêmes et pas trop tomber dans l'idée que l'État, la Banque centrale sera toujours là pour faire quelque chose. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous. Voilà. Et donc à ce moment-là, en fait, aussi, Marie-Catherine, sur les aspects de non-vie, qui, en fait, au final, le Covid en tant que phénomène est avant tout majoritairement devenu un sujet de non-vie. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution dans la gestion des risques à l'aune de ce qu'on a appris? Alors, pour rebondir sur ce que Pierre-Henri vient de dire, effectivement, il y a tout un sujet en assurance non-vie de risques qui potentiellement deviennent inassurables. Donc, on a notamment, on en parle beaucoup sur tout ce qui est risque climatique, en disant que ça peut atteindre des montants très importants, mais c'est vrai aussi sur le cyber qui peut être un risque qui touche un nombre d'assurés colossal en un temps record, sur ce type de risque. Et donc, il y a des questions qui se posent sur comment on assure ces risques et effectivement, est-ce que c'est du ressort de l'État ou est-ce que ce n'est pas du ressort de l'État? Et donc, les orientations qu'il y a pour le moment, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de déjà organisé, comme ce qu'on a déjà pour les catastrophes naturelles avec la CCR, avec effectivement une réassurance finale de l'État, mais aussi avec des montants qui sont définis, et puis avec une participation des assureurs, en tout cas en première ligne. Et donc, c'est vrai qu'il y a des réflexions en cours sur d'autres risques, sachant que certains sont potentiellement inassurables et qu'à ce moment-là, il y a aussi toute la question de la prévention, de la limitation des risques, de suivre ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, au niveau du marché, est une évolution importante. Qui est la survenance de ces risques extrêmes amène à accélérer ces réflexions, sachant qu'on peut très bien aussi enchaîner des risques extrêmes, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir par exemple des risques climatiques majeurs suite à la pandémie et des risques qui sont indépendants les uns des autres, mais qui à la fin se retrouvent quand même à faire un cumul qui fait que on a réussi à passer la première étape
Et il faut quand même noter qu'il n'y a pas, en tout cas en France, le système fonctionne quand même assez bien puisqu'il n'y a pas eu de faillite malgré le choc à la fois sur les actifs et sur les passifs, donc qui en termes de solvabilité sont pas très positifs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le risque de réenchaîner avec d'autres événements. Donc ça, il y a pas mal de réflexions en cours avec l'État pour essayer que cette réassurance d'État, on va dire, soit organisée et soit pas effectivement au bon vouloir du gouvernement au moment où ça se produit. Donc, on n'est jamais sûr que le gouvernement va bien vouloir. En plus, et va pouvoir effectivement compte tenu des dettes. Donc ça, c'est le premier point. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on n'avait pas, en tout cas en assurance non-vie, anticipé vraiment des conséquences aussi importantes d'une pandémie, mais finalement, les plans de gestion des risques ont quand même assez bien fonctionné malgré tout. Donc on dit on fait une belle cartographie. Dans la cartographie, il n'y avait pas forcément en non-vie la pandémie comme risque principal. Il y avait d'autres événements. Mais cela dit, ce n'est pas très grave, puisque malgré tout, il y avait des mesures qui ont été prises en compte. Ce qu'on a pu voir, c'est déjà tout ce qui était plan de continuité d'activité des entreprises qui ont longtemps pas servi à grand-chose, entre guillemets, puisqu'il ne se passait rien. Et puis là, on se rend compte que finalement, c'est bien utile quand il se passe quelque chose et que les entreprises puissent continuer à travailler sans interruption, avec parfois des galères d'organisation, mais malgré tout, on a quand même réussi à continuer à travailler. Donc, c'est quand même très utile. Et puis, les cartographies des risques et le suivi des risques permettent d'anticiper les conséquences d'événements. Donc, même si on n'arrive pas à savoir quel événement va se produire, est-ce que Paris va être inondé, est-ce qu'effectivement c'est une pandémie, est-ce que c'est autre chose, quelque part, on en a prévu les conséquences. Donc, c'est quand même intéressant pour tous les gens qui travaillent dans les actuaires de se dire finalement, parce que c'est parfois décrié, il faut être honnête, finalement, c'est quand même très, très utile et ça nous évite pas mal de soucis. Et notamment aussi tout ce qui est mesures justement de gestion de l'appétit au risque, etc. L'ORSA aussi, qui permet de choquer nos bilans et de voir ce que ça donne. Donc, on voit que ça a assez bien marché. Alors, dans la pratique, comment vont évoluer les choses? Alors, je pense qu'il y a encore pas mal de travail malgré tout en modélisation, même si on voit très bien les limites des modèles, ça reste quand même utile, et notamment sur tout ce qui est évaluation des corrélations entre les risques, de la possibilité de survenance de plusieurs risques à la suite, etc., et de voir les conséquences. Aussi justement travailler plus sur les conséquences que les événements eux-mêmes, puisque quelque part, il peut se passer quelque chose encore de nouveau auquel on n'a pas du tout pensé, ou qu'on a pensé en se disant, de toute façon, c'est pas très grave parce que c'est fortement improbable. Mais donc, c'est plutôt de dire, qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus d'électricité pendant une semaine, s'il y a effectivement toute une région qui se retrouve en difficulté, voire plus, etc. Donc, continuer à avancer sur ça. Et ça sur, on va dire, l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que souvent, il y a beaucoup d'intervenants en assurance non-vie. Il y a l'assistance, il y a je dirais, toute une chaîne de prestataires assez complexe. On le voit déjà quand il y a des catastrophes naturelles un peu brutales, c'est assez compliqué d'organiser la prise en charge des assurés. Et donc, ça peut arriver à plus grande échelle. Donc, il y a à travailler sur toute cette chaîne de valeur et s'assurer qu'il y a une bonne coordination, que les risques ont bien été évalués un peu partout. Et puis, en plus de ces risques-là, on va dire, je pense qu'il y a aussi maintenant à travailler de façon accrue sur tout ce qui est lié aux réseaux sociaux au sens large, notamment les risques de réputation qui peuvent avoir des conséquences très rapides et très importantes sur un assureur, notamment lui faisant perdre des clients assez rapidement. Les risques de désinformation aussi, qui sont importants et sur lesquels il faut aussi voir comment on peut gérer ça. Et avec potentiellement aussi de nouveaux types d'assurance qui pourraient apparaître. Donc, tout ça pour dire que dans la pratique,
On a bien testé là en grandeur nature notre système de gestion des risques, qu'il est perfectible, mais que finalement tout ce qui a été fait ces dernières années avec Solvabilité 2, ça a quand même été très utile. Le renforcement des fonds propres, ça a aussi été très utile parce que les assureurs non-vie sont très exposés au risque de marché, ce qui n'est pas forcément évident, mais dans la pratique, dans la mesure où ils ont moins de risques de liquidité, ils peuvent se permettre parfois de prendre plus de risques sur les marchés. Donc, c'est quand même quelque chose aussi d'important en cas de crise économique. Et donc, quand il y a cumul de crise économique et de problèmes de sinistralité, ce n'est pas bon pour un assureur non-vie. Finalement, je dirais les choses se sont bien passées. Et donc je pense qu'on peut dire qu'on a quand même bien fait de mettre en place toute cette gestion des risques et qu'il y a encore beaucoup de travail, on va dire, pour les risques futurs et donc beaucoup de travail pour les actuaires sur le sujet. Effectivement. Effectivement. Et en fait, pour apporter aussi ma petite pierre aux échanges, en fait, ce qu'on observe d'un point de vue global, tu as mentionné le sujet qu'il y avait des risques qui étaient peut-être inassurables. En fait, on observe réellement qu'il y a des débats sur des risques assurables ou pas. Et en fait, il y a des vraies questions sur est-ce qu'ils sont assurables dans un marché compétitif entre des acteurs et avec des tarifs libres, ou alors est-ce que c'est des marchés d'assurance qu'il faut réguler de manière un peu plus intrusive sur la manière dont les risques sont souscrits et transférés. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, en fait, on observe bien que si on laisse le choix de la souscription ou pas d'une police d'assurance, on aura systématiquement des phénomènes d'antisélection. C'est-à-dire qu'à l'aune d'une assurance perte d'exploitation, en fait, on peut très bien deviner que les acteurs quand ils sont confinés, sont obligés d'être arrêtés quand ils vont avoir tendance à souscrire ce genre de garantie. Quand, par exemple, si je suis un acteur qui s'occupe de distribuer de l'alimentation, on va dire, avant que je sois fermé, il y aura beaucoup d'autres mondes qui sera fermé et la société sera mise sous cloche de manière beaucoup plus intense que même ce qui a été fait pendant le Covid. Et donc, à partir de là, est-ce que j'ai réellement intérêt à souscrire une assurance perte d'exploitation? Moi, pas forcément. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, de manière générale, le caractère inassurable de certains risques peut être réduit par des mécanismes de transfert de risques et de leur mutualisation qui vont utiliser les mécanismes classiques sur les risques extrêmes, qui vont être potentiellement une souscription obligatoire. Alors, obligatoire, ça peut être toujours habillé d'une manière ou d'une autre, mais en fait, qui se fait de manière systématique. Aussi avec une mutualisation dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, avec des mécanismes de provisionnement, où là, il y a aussi un travail d'un institut des actuaires, ou en tout cas d'actuaires important, sur c'est quoi quelque part, entre guillemets, la notion de cycle ou de période de retour, ou en fait, quel est le niveau de provisionnement raisonnable à avoir sur une année de prime pour gérer sur 100 ans la charge sinistre globale qu'on peut estimer sur ce genre de phénomène. Et à partir de là aussi, la saine gestion de ces capitaux. Parce que pareillement, en fait, on a quand même aussi des alignements d'intérêts pour aller dans ce sens-là de gestion, où on peut localiser ça dans une entité. Si on est au système français, dans un univers français un peu comme la CCR, à un niveau européen, on peut avoir le même type d'équivalent localisé au niveau de la BCE. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va probablement aller dans des discussions au niveau européen et au niveau français, en parallèle, en concurrence ou de manière cohérente, sur le régime CATEX appliqué ou pas en France, en Europe, et voir s'il y a moyen de constituer un régime qui, en fait, va organiser l'assurabilité de tout ou partie des phénomènes de manière un peu différente de la concurrence prix de marché qu'on peut observer. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut considérer. Ça, c'est le premier point. Et donc, à partir de là, en fait, on se retrouve sur les sujets, au final, dans cet univers-là. Est-ce que ça va se mettre en place? Le deuxième phénomène important aussi qu'on peut avoir, c'est un sujet d'image et de communication. Parce que, en fait, dans l'opinion publique, il y a eu un large spectre d'opinions qui a été émis, et parmi lesquelles, en fait, un assureur, sa vocation, c'est d'assurer en cas de coup dur. Et en fait, la profession régulièrement communique une image dans ce sens-là en disant on est là pour vous épauler en cas de coup dur, blablabla, etc.
Et en fait, malheureusement, il y a eu en fait le phénomène que d'abord, c'était pas forcément couvert. Et puis en plus, comment dire, objectivement, si les phénomènes dans cette ampleur-là n'étaient pas anticipés, ça défie la logique économique de l'assurer en ex gratia malgré tout. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi probablement un aspect important de communication et de pédagogie un peu complexe, hein, parce que là, on parle d'image générale de la profession, sur le fait qu'il y a des risques qui sont couverts par l'assurance et d'autres, des phénomènes qui sont plus durs à couvrir par l'assurance. Et en fait, là-dessus, on peut aussi apprendre quelque part de ce qui se passe sur le régime CatNat, où au final, il n'y a pas de... Même si en cas de catastrophe naturelle, on a toujours des gens qui expriment que assureur, il couvre pas, ou il n'indemnise pas ma maison, mon inondation ou tel cas très particulier. Mais au final, il y a quand même une acceptation générale du rôle de l'assurance, aussi bien en cas de coup dur que en fait, avec ses limites en tant que telles. Parce que tout simplement, en fait, l'assurance ne peut pas se substituer même à l'État par une profondeur de capacité et de ressources à mobiliser dans ce genre d'environnement. Et donc, en fait, comment dire, en termes de changement et de perspective dans la gestion du risque, je pense qu'il va y avoir des réflexions qui vont prendre la forme, une forme que j'arriverai pas à qualifier aujourd'hui, mais qui vont vraiment s'interroger tant sur la pédagogie de qu'est-ce qui doit être couvert par les assureurs ou le marché de l'assurance, aussi bien de manière dans un marché d'assurance libre et concurrentiel que dans un régime public-privé de type couverture d'événements extrêmes pour rendre assurable des risques qui, par des acteurs individuels, ne le sont pas. Parce que l'expérience de perte est trop importante et la distribution de risque sur la queue de distribution fait qu'on n'arrive pas à tracer un tarif. Voilà. Et donc, je pense que là-dessus, c'est là-dessus que je voudrais conclure, en tout cas les interventions, et je pense qu'on peut voir s'il y a des questions. Parce qu'il nous reste 5 minutes, je pense. Voilà. Pierre, apparemment, il y a peu de questions. Est-ce que je peux en profiter pour faire des publicités pour des ressources qui sont sur le site de l'Institut des actuaires et qui peuvent être utiles pour prolonger certains points de notre discussion d'aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse? Je pense que c'est tout à fait dans le thème. Alors, je vous recommande en particulier la présentation d'une thèse qui a été faite le 3 juin dernier, donc vous le trouverez dans les ressources sur le site de l'Institut des actuaires. Le sujet, c'est la procyclicité des mesures de risque. J'y ai fait allusion rapidement tout à l'heure, mais là, il y a une étude vraiment très, très fouillée, empirique et très intéressante sur la value at risk, les outils qui sont utilisés, par exemple, dans le contexte de Solvay II ou dans le contexte de la réglementation bancaire, et qui montre que malheureusement, toutes les mesures du risque ont un caractère procyclique, et donc quand on les utilise dans le cadre prudentiel, il faut avoir ça en tête. Et aussi, il y a eu le 25 mai un webinaire qui s'intitulait « Favoriser l'agilité des assureurs dans leur gestion d'actifs » et qui, je crois, est un prolongement intéressant de ce dont on a parlé aujourd'hui en termes de leçons de la crise. À ce moment-là, je vais imiter ta bonne initiative. Vous pouvez réécouter à partir de LinkedIn en particulier, un webinaire qui a été présenté par le groupe de travail Covid-19 il y a quelques semaines, avec Marina Barr, Alexandre Boumezoued et encore moi, où en fait il a été présenté en fait les enseignements d'un point de vue beaucoup plus modélisation, paramètres, calcul et mesures quantitatives du phénomène Covid. Et donc c'est pareil, vous aurez à subir 1 heure de plus de ma parole dans vos oreilles en particulier. Et donc, j'espère que ça complète le propos. Alors, il y a une question finalement. Ouais, on a une question. Alors, je donne la question. C'est
après les virus biologiques, les virus informatiques, quel avenir pour l'assurance du risque cyber? Alors, je vais peut-être répondre, du coup, c'est sur le cyber. Alors, je ne suis pas une experte du cyber, hein, loin de là. Cela dit, donc, le risque cyber, c'est quand même vu comme un potentiel de développement très important en assurance non-vie. Alors, avec effectivement des risques potentiellement systémiques, donc il faut être très vigilant et il faut mettre des limites, il faut s'assurer de la sécurité mise en place, parce que pour l'instant, c'est surtout au sein des entreprises, avec un rôle aussi de conseil. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu à l'assurance crédit, où quelque part, il peut y avoir plusieurs entreprises touchées en même temps et où il y a aussi un rôle majeur de conseil pour améliorer la protection des assurés. Donc, c'est plutôt perçu comme un sujet sur lequel il faut être vigilant, mais avec un potentiel de développement très important, je pense. Voilà. Et en fait, on a, on a des contraintes de temps qui font que on va devoir, on va devoir clore les échanges. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer également. Potentiellement, on sera, si on a quelque chose d'intelligent, peut-être qu'on fera un petit commentaire écrit dans le cadre de la publication du webinaire. Je vous remercie encore tous, et en particulier Marie-Catherine, Laure et Pierre-Henri pour ces interventions. Merci à toi, Pierre. Que tout le monde a apprécié. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bonne journée à Au tous. revoir. Au revoir à tous. Au revoir.